Quelle est cette lumière là-bas? Bonjour Angleterre. Bonjour? Vous parlez à moi? Je suis l'oracle des pays. Je viens t'annoncer une grande nouvelle. Une grande nouvelle? Mais je ne suis qu'un petit pays insulaire. Je vais t'annoncer ton futur. C'est bien gentil, mais je ne pense pas que ce soit très intéressant. Royaume d'Angleterre, tu deviendras un puissant empire par les mers et tu imposeras ta langue au peuple du monde entier. Ma langue? Au peuple du monde entier? Vous savez que je suis un état insulaire quand même. Ça veut dire que ma langue est assez isolée des autres. En général, les langues qui s'imposent, c'est les langues centrales, pas des langues sur une île comme ça. En plus, l'anglais dispose de 44 phonèmes différents, soit largement plus que la moyenne mondiale, qui est de 30 environ. Ce qui veut dire qu'imposer ma langue au reste du monde sera bien plus complexe au niveau de la prononciation. Félicitations, l'Angleterre a gagné face à l'Algérie dans le sondage Twitter qui durait 3 jours. Le premier jour, l'Angleterre gagnait avec 60%, le lendemain, il y a eu un retournement de situation avec l'arrivée massive de votes algériens qui ont atteint 60%, et le dernier jour, une campagne de vote en faveur de l'Angleterre a fait retourner la situation encore une fois. Ensuite, les votes se sont clos au bout de 72 heures. C'est pas juste, à chaque fois je perds quand je suis face à un seul pays, les gens vont voter forcément pour l'autre. Alors le prochain sondage sera Algérie contre France. Non, pas la France, je vais perdre, tout le monde va voter France. On peut pas mettre un pays moins connu pour que j'ai une chance de gagner? Très bien Algérie. Pour le prochain sondage, tu feras face à l'Awawax, un pays que j'ai inventé, comme ça tu es sûr de gagner. Mais fais attention, parce que si tu perds, je devrais faire une vidéo sur l'histoire de l'Awawax. Bref, le lien du sondage Twitter est en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner au compte si vous votez. Il ne faut pas confondre l'histoire de l'Angleterre avec celle de la Grande-Bretagne. La première histoire est celle d'une nation, la seconde, celle d'une île. La Bretagne est colonisée par les Romains pendant une courte période. À ce moment-là, vivent des peuples celtes sur cette île. Mais il faut attendre l'invasion des Saxons pour que l'histoire anglaise commence réellement. Les Saxons sont un peuple germanique qui arrive vers le 5e siècle environ. Il y aura donc des guerres entre les Bretons d'un côté et les Saxons de l'autre. Plein de petits royaumes saxons vont se créer et ces derniers vont même être christianisés au 7e siècle. Dans le roman national anglais, on imagine les Saxons chasser les populations celtes du territoire, mais d'après les études génétiques, il semblerait qu'il y ait plutôt eu des mélanges et que la population saxonne ait pris le dessus. Au 9e siècle, ces populations vont subir les attaques répétées des Vikings. C'est le royaume de Wessex qui arrive à survivre et qui peut être considéré comme l'ancêtre de l'Angleterre. Ce royaume va entamer l'unification des différents royaumes pour lutter contre les Danois. On retient l'année 918 comme année de l'unification. Mais par la suite, l'Angleterre va subir des dominations. D'abord une domination danoise à partir de 1013, suite à des années de guerre. Il faut attendre 1042 pour que les Danois quittent l'Angleterre et que les Saxons reprennent le pouvoir. Ah, enfin, me voilà libre, je vais devenir un pays indépendant. Mais dès 1066, l'Angleterre est envahie par les Normands, qui mettent en place une nouvelle dynastie qui débute avec Guillaume le Conquérant. Cette domination normande apporte un nouveau morceau qui forme la culture anglaise, avec la culture celte et la culture saxonne. Et les Normands vont rester longtemps au pouvoir. Ils vont contrôler tout le territoire sans trop se mélanger à la population. Après Guillaume le Conquérant, son fils, Henri Ier, prend le pouvoir. Et Henri Ier, n'ayant pas de fils, c'est son neveu, petit-fils de Guillaume le Conquérant, qui prend le pouvoir, Étienne de Blois. Mais Henri Ier a une fille, Mathilde l'Emperesse, qui veut le pouvoir. Ça va créer une guerre, et on parle de l'anarchie anglaise. Finalement, Henri II prend le pouvoir, il est le fils de Mathilde, ce dernier se marie avec Aliénor d'Aquitaine, ce qui agrandit considérablement le territoire. On parle d'Empire Plantagenet, du nom de la dynastie. Cette dynastie française, un peu normande, va continuer à exercer le pouvoir sur l'Angleterre. Le pays de Galles est annexé en 1284, et l'Écosse en 1291, qui sera perdue en 1314. Arrive le moment fatidique où la dynastie Plantagenet revendique la couronne de France. Les Plantagenets perdront petit à petit toutes leurs possessions en France, se contentant du territoire anglais. À partir de là, l'influence normande et française se perd en Angleterre, laissant place à la culture anglo-saxonne. C'est la guerre de 100 ans qui se termine en 1453. L'Angleterre est ensuite ravagée par une guerre civile, qu'on appelle la guerre des Deux Roses, et 30 ans après, c'est une nouvelle dynastie qui prend le pouvoir, celle des Tudors. On peut dire qu'à partir de ce moment, l'Angleterre est enfin un État réellement indépendant de toute influence étrangère. Ah, voilà, j'attendais que ça. On est au XVIe siècle, et l'Angleterre est encore un petit État assez secondaire en Europe. Il ne sait pas encore qu'il va avoir une grande influence. En 1536, l'Angleterre annexe le pays de Galles une bonne fois pour toutes. Dans les années 1530, l'Angleterre commence à s'émanciper de la religion catholique. Bonjour Vatican, je préfère m'éloigner un petit peu des différentes règles catholiques car elles ne m'arrangent pas toutes. C'est le début de l'anglicanisme.
L'Angleterre contrôle elle-même son christianisme, même si l'influence espagnole, à un moment, va remettre le catholicisme. Toujours au XVIe siècle, l'Angleterre va même être en guerre contre la France qui veut récupérer des territoires continentaux. Dans les années 1580, l'Angleterre se décide à commencer l'exploration maritime. Et c'est ça qui va rendre le pays puissant. Ah ouais? Eh bien je pars explorer le monde avec plaisir alors. Elle nomme une terre Virginie en Amérique en l'honneur d'Élisabeth la Vierge, reine d'Angleterre, sa première colonie. Voilà Virginie, tu es ma première colonie. Je me demande si je vais réussir à en avoir d'autres de colonies. Mais à côté des grosses puissances européennes, je ne serai jamais à la hauteur. Mais non, ne dis pas ça Angleterre. Non, de toute façon je suis trop nul comme pays. En 1594, suite aux tentatives par les Anglais d'imposer le protestantisme en Irlande, une guerre éclate qui va durer 9 ans. Les Anglais vont gagner, créer une famine en Irlande et perdre beaucoup d'argent. Mais l'Irlande restera sous contrôle anglais via une union personnelle. En même temps, il y a une guerre entre les rebelles hollandais protestants et l'Espagne catholique. L'Angleterre soutient les Hollandais. Au XVIIe siècle, les Anglais continuent leur colonisation en Amérique. Mais il y aura surtout des problèmes intérieurs. La bourgeoisie proteste contre la noblesse et provoque une révolution, et en 1653, la République est proclamée. Bon, elle va pas durer longtemps, et la restauration de la monarchie a lieu dès 1658. Devenue un État autoritaire pendant la République, l'Angleterre se démocratise ensuite. Et ensuite a lieu la Glorieuse Révolution, qui permet à l'Angleterre de devenir une monarchie constitutionnelle, avec une déclaration des droits limitant le pouvoir du roi. C'est le Parlement qui prendra le pouvoir. À partir de cette date, l'Angleterre commence à devenir un pays très progressiste qui va attirer des protestants de toute l'Europe qui fuient les massacres catholiques. L'Angleterre a tout simplement imité ce qui s'était passé en Hollande quelques décennies plus tôt. C'est d'ailleurs un roi hollandais qui contrôle l'Angleterre à ce moment-là. Ah oui, donc je suis toujours pas un pays véritablement indépendant. Je suis vraiment trop nul. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Et Jacques II, qui veut récupérer le trône anglais, fait appel à la France. On peut parler de guerre de succession d'Angleterre, mais on parle plutôt de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Car c'est cette ligue, contre la France, qui va mener la guerre. Cette guerre est créée par la Hollande pour garder le pouvoir sur l'Angleterre. La France finira par accepter cette succession, mais en profitera pour grappiller des territoires sur le continent. En Amérique, l'Angleterre arrive aussi à gagner quelques territoires. Au début du XVIIIe siècle, l'Écosse, très affaiblie, doit accepter l'acte d'union. L'Écosse et l'Angleterre fusionnent pour devenir le royaume de Grande-Bretagne en 1707. À cette date, l'Angleterre devenue Grande-Bretagne est encore un pays assez secondaire en Europe. Mais en très peu de temps, elle va réussir à se faire un nom. Ah, enfin, j'ai trouvé cette partie de l'histoire ennuyeuse. C'est quand que je vais commencer à participer à des vraies guerres contre des puissances européennes. Pour cela, il y a la guerre de succession espagnole. Une guerre sur plusieurs continents qui va toucher de nombreux pays d'Europe. En 1701, la France commence à créer une alliance pour qu'on reconnaisse son roi en Espagne. C'est lui le véritable successeur à la monarchie espagnole. En effet, l'Espagne n'avait plus de successeur et la France en avait profité pour placer ce qui l'arrangeait. Mais une union entre la France et l'Espagne était extrêmement dangereuse. L'Autriche ne voulait pas de ça. Je ne veux pas de ça. Pareil pour la Hollande, qui n'aime pas l'Espagne. Il faut que l'Espagne quitte les territoires des Pays-Bas espagnols. L'Angleterre, elle, va suivre la coalition avec la Hollande et l'Autriche. Moi je fais tout comme la Hollande. Grâce à cette guerre, la Grande-Bretagne gagnera Gibraltar et Minorque. On lui reconnaîtra aussi des territoires en Amérique. Pour la France, elle commence enfin à devenir une menace en Amérique. Je sens que cette petite Angleterre est en train de devenir dangereuse en Amérique. En 1718, la Grande-Bretagne participe à la quadruple alliance avec la France, l'Autriche et la Hollande pour combattre l'Espagne qui veut récupérer des territoires en Italie. L'Espagne perd en 1720. On a fait du bon boulot les pays. En 1740 débute la guerre de succession d'Autriche. Cette fois, la Grande-Bretagne soutient l'Autriche contre la France. Je te soutiens, Autriche. Non, Autriche, ta monarque ne doit pas prendre le pouvoir. La guerre se fait à la fois en Europe et à la fois en Amérique du Nord à partir de 1744. En Amérique du Nord, la Grande-Bretagne combat contre la France, mais sans qu'il y ait de vainqueur. Cette Angleterre, elle commence vraiment à me gêner en Amérique. Pourtant, c'est pas ma priorité. Enfin, on arrive à la guerre de 7 ans qui commence en 1756. Pourquoi enfin? Cette guerre va être un grand tournant pour la Grande-Bretagne. En effet, la Grande-Bretagne soutient la Prusse qui se sent un peu seule face à des grandes puissances comme la France, l'Autriche et la Russie. Mais en Amérique, la Grande-Bretagne s'en sortira très bien grâce à sa très bonne flotte. C'était une bonne idée d'investir énormément avec une flotte. La France, pas du tout préparée à ça, perdra tout son empire colonial en Amérique du Nord. Quoi? Mais non. Bon, c'est pas grave. Ça me rapportait pas d'argent. Après la guerre de 7 ans, la Grande-Bretagne peut enfin prouver qu'elle est une puissance européenne. Bah oui, quand même, j'ai un immense empire colonial en Amérique. Mais pour la France, sa priorité restera toujours les pays allemands. J'aime pas les Allemands, et leur influence en Europe. Par contre, je dois avouer que l'Angleterre, elle commence un petit peu à me faire de l'ombre. La Grande-Bretagne se retrouve avec un empire en Amérique du Nord, riche et peuplé, mais elle a de gros problèmes financiers. Je suis un peu jalouse, tout ce que j'ai récupéré à la France ne me rapporte rien. Elle s'est gardée ses colonies dans les Antilles qui lui rapportent énormément d'argent, c'est pas juste. La Grande-Bretagne décide de taxer ses colonies en Amérique du Nord, ce qui va créer des révoltes et qui vont mener à une guerre pour l'autonomie de ses colons. C'est la Révolution américaine.
La France, intéressée à l'idée de casser la Grande-Bretagne, décide de venir en aide aux colons. Il crée un nouveau pays, les États-Unis. Félicitations États-Unis. Gna gna gna, j'ai encore tout perdu en Amérique, c'est pas juste, je déteste la France. Mais la France aussi va subir un coup dur avec une révolution en 1789. Bien fait. Mais ce nouvel État qui devient une république va commencer à avoir des désirs de conquête pour répandre sa révolution. Des grandes coalitions de pays européens vont se créer pour combattre l'État révolutionnaire. La Grande-Bretagne y participera. En 1800, la Grande-Bretagne décide d'annexer définitivement l'Irlande pour créer le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. C'est l'acte d'union. Entre-temps, toujours plus isolé, l'Angleterre développe les industries et de nouvelles technologies. C'est la révolution industrielle. Le Royaume-Uni devient un pays extrêmement riche grâce aux ressources qu'elle trouve ailleurs en Amérique et en Inde. Au tout début du 19e siècle, le Royaume-Uni participe aux coalitions contre la France qui mènent des guerres avec Napoléon. Les coalitions finissent par faire tomber Napoléon en 1814, puis à nouveau en 1815, créant une nouvelle Europe avec de nouvelles frontières, surtout au profit de l'Autriche. Mais ce 19e siècle va marquer le Royaume-Uni. Ah ouais, vraiment. Je vais continuer à progresser ? Alors déjà, l'Angleterre continue la colonisation. Après l'Amérique du Nord, il y a eu l'Australie et l'Inde, qui commencent à être colonisées surtout à la fin du XVIIIe siècle. Ensuite viennent l'Afrique du Sud et quelques comptoirs en Afrique occidentale. Plus tard, on compte la Nouvelle-Zélande et d'autres petites îles, sans compter les Antilles et la Guyane. En 1837, la reine Victoria monte sur le trône. On parle d'époque victorienne. La révolution industrielle continue, le Royaume-Uni développe tout plein de techniques et devient rapidement la première puissance mondiale. Il faut dire qu'après tout ce qui s'est passé en Europe, et même le petit conflit avec les États-Unis en 1812, le Royaume-Uni n'a plus vraiment envie de se mêler des histoires diplomatiques. Ces guerres vont surtout être des guerres de colonisation, presque toutes réussies. Plusieurs guerres en Afrique, guerres en Birmanie et en Inde pour coloniser ces territoires. Enfin, à partir de 1839, a lieu la guerre de l'opium, la plus importante de toutes. Le Royaume-Uni déclare la guerre à l'ancienne plus grande puissance économique, la Chine, mais qui est un pays en décadence. Quoi, moi ? Non, enfin je crois. Le Royaume-Uni bombarde la Chine et récupère Hong Kong, lui impose les traités inégaux et lui inflige une seconde guerre de l'opium pour obliger les Chinois à consommer sa drogue. Allez les Chinois, vous allez continuer à consommer l'opium que je vous emmène depuis l'Inde ? Bref, au 19e siècle, en laissant de côté l'Europe, le Royaume-Uni va surtout créer la zizanie un peu partout ailleurs dans le monde. L'Inde est colonisée petit à petit, puis il y aura une tentative persane, puis il y aura la rencontre avec la Russie. Qu'est-ce que tu veux toi ? Non toi, qu'est-ce que tu veux toi ? Royaume-Uni et Russie vont vivre une sorte de guerre froide, qu'on surnomme le Grand Jeu, et notamment lors de leur rencontre en Asie centrale et leur tentative de récupérer l'Afghanistan qui deviendra finalement un état tampon pour les séparer. En 1885, lors du congrès de Berlin, le Royaume-Uni en profite pour affirmer ses désirs sur l'Afrique de l'Est, mais aussi toute l'Afrique australe et une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, devenant le principal pays colonisateur de l'Afrique. Et oui, c'est moi, la France n'est que deuxième. Puis au début du XXe siècle, les tensions en Europe sont toujours plus grandes, et l'Angleterre doit se rapprocher de la France. On fait la paix ? Je veux bien moi. On arrête de se chamailler pour nos colonies ? Puis même de la Russie. Bon, on arrête de se chamailler ? J'ai peur de l'Allemagne moi. En 1914 débute la Première Guerre mondiale, et le Royaume-Uni gagne, enfin son camp gagne. Ouais, trop bien. Mais cette victoire annonce aussi le début de la fin de l'hégémonie, récupérée par les États-Unis qui deviennent la première puissance mondiale. Ah mince. Bon, c'est pas grave, c'est un peu une extension de moi-même ce pays. De plus, l'Irlande proclame son indépendance et une partie de l'île forme un État libre en 1922, puis une république en 1937. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande change de nom pour devenir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, vu que la partie nord de l'île reste sous souveraineté britannique, mais la frontière restera ouverte comme avant. Ensuite vient la Seconde Guerre mondiale qui renforce encore l'hégémonie des États-Unis, puis la décolonisation dans les années 1950. Le Royaume-Uni abandonne toutes ses colonies en Afrique et dans les Antilles, alors que le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande étaient devenus des États indépendants avant. En 1997, en cédant Hong Kong à la Chine, le Royaume-Uni laisse un de ses derniers territoires d'outre-mer et son empire colonial n'a pas changé depuis. Quelques petits territoires restent encore sous souveraineté. À partir de 1973, le Royaume-Uni et l'Irlande intègrent la communauté européenne. Le Royaume-Uni lance une procédure de sortie dès 2016. En 2020, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, mais en gardant la frontière ouverte avec l'Irlande qui, elle, reste dans l'UE. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à aller voter sur Twitter pour le prochain pays entre l'Algérie et la Wawax, qui n'existe pas. Bref, allez voter. Le lien est dans la description et en commentaire.